tous. Bienvenue à tout le monde. Moi, c'est Dr Christelle Dervé, neurologue tchadienne. Euh, j'ai donc un grand honneur ce soir de modérer la séance sur l'épilepsie. Alors, je pense que Dr Suerti est disponible dans le moment que nous allons commencer. En effet, l'épilepsie est l'une des maladies neurologiques chroniques les plus fréquentes au monde. Elle touche aujourd'hui plus de 50 millions de personnes avec une incidence et une prévalence nettement plus élevée dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires qui surviennent près de 80% des nouveaux cas. Et donc, au-delà des chiffres, l'épilepsie reste encore marquée par un important retard diagnostique, par un treatment gap pouvant dépasser 50% dans certaines régions, et aussi une stigmatisation encore très présente, faisant donc de cette pathologie un véritable enjeu de santé publique mondiale et régionale. C'est donc dans ce contexte que s'inscrit notre webinaire du jour, intitulé L'épilepsie, fléau mondial et régional, organisé dans le cadre des activités de l'ILAE. Nous avons ainsi l'honneur d'accueillir le professeur Surti Zouher du Maroc, dont l'expertise clinique et l'engagement régional permettront d'éclairer ces enjeux et d'en discuter les perspectives. Alors, éminent professeur au Centre de médecine du sommeil au CHU Hassan II de Fès, il est chef de service de consultation externe du CHU de Fès, professeur à la faculté de médecine et de pharmacie à l'université Sidi Mohamed et au laboratoire de neurosciences cliniques de Fès au Maroc. Son expertise clinique et académique ainsi que son engagement dans la formation et son implication active au sein des activités régionales de l'ILAE ne sont plus à démontrer. Nous sommes donc, professeur Swirti, très très heureux de vous donner la parole pour partager avec nous ce soir votre analyse sur ce sujet. Je vous passe donc la parole, professeur. Merci pour l'écoute et à vous la parole. Euh, Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, professeur Christelle, de cette présentation très valorisante. Je remercie Jessica, je remercie Jacqueline. Donc, je partage avec vous ma présentation. Voilà, je pense que vous voyez maintenant la présentation. Là, on voit l'annonce, oui, l'annonce mais pas encore la présentation proprement dite. Voilà. Maintenant, c'est reparti sur l'annonce. Oui, très bien. Oui, là, c'est bon. C'est bon, ça marche. Mm. Donc, l'épilepsie, fléau mondial et régional. Donc, nous allons voir aujourd'hui et prouver que vraiment l'épilepsie présente un fléau aussi bien à l'échelle nationale, régionale qu'au niveau mondial. Donc, comme vous savez que l'épilepsie est parmi les maladies neurologiques les plus fréquentes, malgré la diversité des étiologies. L'épilepsie, l'origine inconnue reste aux alentours de 50% des cas à l'échelle mondiale. Dans le monde, environ 50 millions de personnes en sont atteintes, ce qui en fait l'une des affections neurologiques les plus fréquentes.
Également, près de 80% des personnes souffrant de l'épilepsie vivent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, d'accord? Donc, comme le cas de nos pays, par exemple, de la région IMER-ILAE, également certains pays africains ou de l'Asie et d'autres pays. 70% des personnes épileptiques pourraient ne pas avoir de crise si leur état était correctement diagnostiqué et traité. Donc, quand on prend ces chiffres, bien sûr, à une échelle régionale, internationale, vous voyez que le fardeau est assez important et le retentissement de l'épilepsie est évident. Également, sur le plan des décès, environ 125 000 décès chaque année. Et le risque de ce décès est multiplié par 3 par rapport à dans la population générale. 80% des patients sont originaires des pays à revenus faibles ou intermédiaires, ne bénéficient pas du traitement dont ils ont besoin. D'accord? Également, la stigmatisation, les patients souffrant d'épilepsie souffrent de stigmatisation et de discrimination. On peut mesurer le fardeau de l'épilepsie à travers plusieurs paramètres et nous allons insister sur essentiellement la prévalence, également on va dire un petit mot sur l'incidence, les décès, le DALI, ça veut dire les années de vie ajustées sur l'incapacité. Donc cette notion de DALI correspond à la somme des années de vie perdues, soit à cause d'une mortalité prématurée, soit à cause d'un handicap donc, vécu au cours de ces années. On vient de le dire, 50 millions de personnes vivant avec l'épilepsie, actuellement environ plus de 51 millions. La prévalence de l'épilepsie active est aux alentours de 4-10 par 1000 personnes. Voilà, donc ça veut dire que les patients continuent à faire des crises, donc malgré soit avec ou sans prise en charge, mais ils continuent à faire des crises, ce qu'on appelle l'épilepsie active. Par rapport à l'épilepsie lifetime, donc vie entière. L'incidence de l'épilepsie dans les pays de haut revenu est aux alentours de 50 par 100 000 habitants par rapport aux pays à bas au moyen niveau revenu, d'accord, aux alentours de 140 par 100 000 habitants. Donc, si on prend ce diagramme, donc, qui illustre la prévalence selon l'indice socio-démographique, concernant les pays avec indice moyen, moyen bas, moyen haut et également bas ou haut niveau d'indice socio-démographique. Qu'est-ce que c'est que l'indice socio-démographique? L'indice socio-démographique est calculé par le biais de trois composantes. On a l'indice du revenu, ça veut dire que il y a le revenu, il est calculé à partir du revenu par habitant. Également, l'indice de scolarité moyenne pour les personnes âgées de 15 ans et plus. Et également, l'indice du taux de fécondité chez les femmes de moins de 25 ans. Donc, le SDI est égal indice du revenu multiplié par l'indice d'éducation multiplié par l'indice de fertilité, le tout à la puissance de 1 tiers, 1 sur 3. Donc l'indice sociodémographique, voilà, prend en considération ces trois facteurs, le revenu, la scolarité et la fécondité. Si vous voyez donc le nombre brut, vous allez trouver que le nombre brut de patients épileptiques est très élevé dans les pays à moyen indice sociodémographique. Ensuite, les pays à bas moyen
ensuite haut, moyen, ensuite bas et haut. Et vous voyez que le niveau bas au haut, il se rapproche avec plus de prévalence dans les pays à bas indice sociodémographique. Mais si vous prenez par exemple là, en orange, c'est le ratio de prévalence. Ça veut dire le nombre de patients par rapport à la population, de patients épileptiques par rapport à la population. Vous allez être frappé par un chiffre qui est vraisemblablement le même, quel que soit le niveau d'indice socio-démographique. Mais le ratio, comme vous voyez ici, voilà, ne reflète pas le fardeau de l'épilepsie. Ici, c'est essentiellement le nombre de patients qui reflètent la prévalence et selon l'indice sociodémographique. La même chose, le nombre de patients épileptiques par région, vous allez trouver que la région sud-est de l'Asie est la plus importante en matière de patients épileptiques, suivie de la région de l'occidental, du Pacifique occidental. Ensuite, la région africaine, qui va être entre les régions asiatiques et du Pacifique, la région américaine, la région européenne et enfin notre région est-méditerranéenne. D'accord? Également, vous trouvez que le ratio de patients sur la population reste le même. Mais le ratio, bien sûr, ne reflète pas l'ampleur de la prévalence ni du fardeau de l'épilepsie. Là, une étude qui a pris notre région nord-africaine et Moyen-Orient, donc basée sur une méta-analyse des études qui ont été voilà, enregistrées donc, dans les dernières années. C'est une étude qui a pris tous ces pays pour calculer la prévalence et l'incidence à la base de la bibliographie donc, qui a été écrite au niveau de la région IMR. Donc, c'est une étude qui a pris le nord de l'Afrique et le Moyen-Orient et qui c'est une région qui se chevauche avec la région IMR-ILAE. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé un chiffre de prévalence lifetime aux alentours de 6,9 pour 1000, d'accord? Qui est un chiffre qui rejoint les données de prévalence internationale avec une médiane d'incidence de 89,5 pour 100 000 habitants. D'accord? Malgré, voilà, les disparitions qui existent entre les différents pays, malgré que les études ne sont pas toutes faites de la même façon. Donc, c'est surtout des études rétrospectives. On n'a pas vraiment d'études prospectives de prévalence avec une méthodologie basée sur les recommandations de l'ILAE. Donc, ce qui nous pousse à réfléchir a mené une étude au niveau de la région IMR et l'AE basée sur les recommandations internationales d'études épidémiologiques donc fournies par la nationale. Si on prend la prévalence de l'épilepsie par pays et on prend des exemples de pays des différentes régions du monde, selon le chiffre. Voilà, ici, vous avez l'épilepsie globale, ça veut dire tout type d'épilepsie, et l'épilepsie inconnue. Et là, je reviens sur le terme épilepsie inconnue. Donc, dans la littérature, vous allez trouver, on dit parfois épilepsie idiopathique ou épilepsie inconnue. Ils ont séparé les étiologies en deux catégories. Donc, la catégorie avec épilepsie idiopathique, mais en réalité, c'est de l'épilepsie inconnue qui, avec de l'épilepsie idiopathique, donc selon la nomenclature de la Ligue internationale, versus épilepsie secondaire où on a des lésions, qu'ils soient structurelles ou des lésions donc chimiques ou autres.
Là, donc, parce qu'ils ont pris les épilepsies idiopathiques ou les épilepsies d'origine inconnue, parce qu'ils restent stables dans les enquêtes épidémiologiques et reflètent généralement le chiffre exact de la prévalence de l'épilepsie. Et vous avez en tête ici la Chine, d'accord, suivi des États-Unis, le Nigeria en Afrique, la Russie, le Japon, la France, l'Égypte dans notre région, l'Afrique du Sud en Afrique, l'Espagne, le Maroc dans notre région et l'Allemagne. Mais si vous prenez par exemple le ratio de prévalence par 100 000 habitants, donc vous allez voir que l'ordre va changer et vous allez trouver que l'Allemagne qui était en dernier dans le taux brut et donc il revient en premier quand on fait l'étude de prévalence par 100 000 habitants. Ensuite, la France, la Nigérie, l'Afrique du Sud, les États-Unis, voilà les pays de l'IMR, le Japon, la Russie et enfin la Chine. D'accord? Vous voyez la Chine est en bas de l'échelle par rapport à la Germanie, mais le fardeau exact est en réalité mesuré par le nombre brut qui va vraiment refléter le fardeau de l'épilepsie. Là, une étude vraiment très récente qui reprend donc les données de l'étude systématique du fardeau global de la maladie de 2021. Donc, c'est une étude étalée de 1990 à 2021, publiée en 2025 dans le Lancet. Et vous allez trouver donc la prévalence par 100 000 habitants, d'accord, en fonction de l'âge. D'accord? Et vous voyez ici, donc, on a des trois catégories, l'épilepsie idiopathique. L'épilepsie idiopathique, bien sûr, est inconnue. L'épilepsie secondaire. Et enfin, les deux. Donc, vous allez voir ici en bleu, c'est le sexe masculin, et en rouge, le sexe féminin. Donc, regardez très bien si on prend par exemple l'épilepsie dans sa globalité, vous allez trouver que le sexe masculin est prépondérant donc chez l'enfant et l'adulte jeune. Alors qu'avec l'âge, c'est la femme voilà, qui va avoir beaucoup de prévalence par rapport grâce à sa longévité. Donc, c'est la courbe en double branche, si vous vous rappelez très bien. Maintenant, on perd en la branche de l'enfant et on gagne plus en branche des sujets plus âgés. Donc, c'est juste pour dire que la prévalence change au cours des décennies. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette enquête très intéressante? On a l'épilepsie totale qui englobe l'épilepsie idiopathique inconnue et secondaire. L'épilepsie idiopathique, bien sûr, quand je dis idiopathique ou inconnue, je parle des deux, de l'épilepsie idiopathique inconnue versus épilepsie secondaire. Et vous voyez ici le nombre de personnes atteintes. 51 millions, d'accord? C'est le nombre total, d'accord, par rapport à 24,2 millions dans l'épilepsie idiopathique inconnue. La prévalence standardisée selon l'âge pour 100 000 est aux alentours de 658. Donc, si vous vous rappelez, si on prend par exemple pour 1000, on va trouver 6,5, le chiffre qui a été trouvé dans la méta-analyse de la région IMR avec presque de façon égale, un peu plus pour l'épilepsie secondaire et par rapport à l'épilepsie idiopathique inconnue, 307 versus 350 pour 100 000 habitants. Quelle est la part de la population mondiale atteinte d'épilepsie active? On a 0,7% d'épilepsie active dans le groupe total, d'accord, avec
0,3% dans l'épilepsie idiopathique inconnue et 0,4% dans l'épilepsie secondaire. Euh, cette évolution marque qu'on a une augmentation de prévalence de plus de 10,8%. D'accord? Entre 1990 et 2021, la population mondiale a augmenté en prévalence d'épilepsie de 10,8%, qui est un chiffre très important à l'échelle mondiale. Donc c'est une augmentation très importante. Mais on peut dire que il n'y a pas que ces points négatifs, on a des points qui sont positifs grâce à la prise en charge et aux efforts de la Ligue internationale et des ligues régionales. On a l'évolution de taux de mortalité qui a régressé de moins de 15,8%. D'accord? Si vous voyez ici, de moins de 15,8%. Et également la réduction des DALI, d'accord? Donc c'est le nombre d'années qu'on vient de perdu grâce à une mort prématurée ou à cause d'un handicap sévère. Donc la régression est aussi aux alentours de 14,15%. Mais chose qui est toujours à signaler, c'est que la plupart des cas incidents, les cas prévalents, les décès et les DALI sont retrouvés majoritairement au niveau des pays à revenus faibles et intermédiaires. Donc 82,1%, 80,4%, 84,7%, 87,9%. Donc, c'est juste pour signaler la prépondérance et le fardeau qui pèse sur les pays à revenus faibles et intermédiaires. Entre autres, notre région qui est classée aussi intermédiaire ou est faible. Là, je reprends la méta-analyse internationale publiée en 2016. Et là, également, ça confirme que les pays avec bas niveau et bas et moyen niveau, voilà, ont des taux de prévalence aux alentours de 138 pour 100 000 habitants par rapport aux pays de haut revenu, aux alentours de 48,86%. Également, on note une prépondérance masculine par rapport, mais c'est pas une grande différence. On a bien vu les courbes de la dernière publication du Lancet. Également, par rapport à l'âge, donc là, vous voyez que l'épilepsie est prévalente chez les sujets de moins de 18 ans par rapport aux sujets plus de 18 ans. Là également, les chiffres sont similaires, qu'il s'agisse de l'épilepsie active ou de l'épilepsie lifetime. Donc la prévalence quant à l'épilepsie active ou lifetime donc, reste prévalente dans les pays bas à moyen niveau par rapport aux pays de haut niveau. Également, le sexe, prépondérance du sexe, ça va changer. Ici, dans le lifetime, on a surtout les femmes qui sont prévalentes et ce qui est expliqué par la longévité du sexe féminin. Également, par rapport à l'âge, d'accord, on a une prépondérance là. Si on prend l'épilepsie lifetime, vous trouvez que il est plus fréquente chez les patients plus de 19 ans. Voilà, on passe au fardeau engendré par l'épilepsie à l'échelle internationale et on commence par la mort causée par l'épilepsie. Et vous allez voir rapidement que
à peu près plus que la moitié des décès sont retrouvés au niveau des pays bas, moyen niveau et bas niveau. Donc 39 plus 14% au niveau des pays de bas niveau par rapport à 39% dans les pays moyens, bas niveau d'indice sociodémographique. Également, là, si vous prenez ce diagramme qui illustre donc les ratios de la prévalence ajustée, donc standardisée à l'âge par 100 000 avec l'incapacité, le nombre d'années vécues avec incapacité, ce qu'on appelle le YLD. Donc le ratio YLD, donc, qui témoigne de l'handicap engendré par l'épilepsie, est retrouvé essentiellement dans les pays de bas indice sociodémographique, suivi qui est corrélé à la prévalence, également suivi de l'indice dans les pays de bas niveau, ensuite les moyens niveaux, ensuite moyen haut niveau et enfin les pays de haut niveau d'indices socio-démographiques. Donc vous voyez très bien que la prévalence est nettement corrélée au nombre d'années vécues avec l'incapacité. Donc, nous, au niveau de notre région, ou dans les pays, dans les régions mondiales où on a la prévalence de l'épilepsie plus importante, où l'on a le bas niveau d'indice sociodémographique, nous allons retrouver des chiffres importants et un fardeau important de l'épilepsie. Là, vous voyez la même chose qui est illustrée ici sur ce schéma par l'indice sociodémographique et le DALI. D'accord? Donc, vous voyez le DALI ici, ajusté à l'âge, par 100 000 habitants et vous voyez les différentes régions et pays, comment ils sont classés. Si on prend par exemple ici l'exemple des pays de haut niveau de revenus, par exemple au niveau de l'Asie ou au niveau du nord de l'Amérique, vous trouvez qu'ils sont plus de 0,75 ici. Donc avec le moins de DALI, d'accord? Moins d'handicap, c'est le nombre d'années vécues, perdues pardon, à cause de l'épilepsie, d'une mort prématurée ou d'un handicap majeur. Si vous prenez par exemple les pays subsahariens, par exemple l'Afrique centrale, l'Afrique subsaharienne, vous allez trouver qu'ils ont le plus de DALI. Là, exactement. Également, la région la plus touchée, qui a les chiffres les plus élevés, c'est la région subsaharienne qui a le plus d'handicap mesuré par le DALI. Ah, désolé, je pense j'ai perdu le partage. Euh, Ça va, ça reprend? oui, ça reprend. Par contre, on n'a pas. Oui, là, c'est bon. C'est bon? Oui, Désolé, donc c'est moi qui a perdu le partage. aussi. OK. Là, on va parler de l'épilepsie, donc dans les différentes régions, voilà, et le fardeau causé par la mortalité. Si on prend là, c'est une classification basée sur l'Organisation mondiale de la santé, et vous trouvez donc une mortalité mesurée en 2019 qui est importante sur le plan global. Là, on a 114 000, avec en tête
l'Afrique, notre région externe méditerranéenne, la région européenne, les États-Unis, le sud-est de l'Asie et le Pacifique occidental qui avec de chiffres moins importants. Et là, vous avez, si on prend les chiffres bruts, vous avez l'Asie sud-est avec des chiffres importants et l'Afrique qui représente le pourcentage le plus important et l'Asie sud-est avec le nombre le plus important de décès. Donc, enregistré à cause de la mortalité chez les patients épileptiques. Là, une carte, pardon, une carte de Dali par 100 000 patients épileptiques pour les deux sexes de 2017. Et vous voyez là les différentes régions du monde avec des DALI. Je répète toujours, le DALI, il mesure le handicap engendré par les nombres d'années perdues à cause d'une mortalité prématurée ou d'un handicap sévère engendré par l'épilepsie. Et vous trouvez les pays, par exemple, subsahariens, les pays de l'Afrique qui ont les chiffres les plus importants de DALI, là, hein, le sud de l'Afrique. Notre région reste une région intermédiaire, d'accord, qui ressemble à certains pays de l'Europe. Ici, voilà, vous voyez par exemple les chiffres les plus bas des DALI, ils sont retrouvés au niveau des pays nord-américains. Par exemple, ici, on a l'Italie, l'Espagne, la Russie et l'Australie également. Si on prend par exemple ici le niveau, pardon, l'indice socio-démographique et on l'étudie par rapport aux différents facteurs qui mesurent le fardeau de l'épilepsie, notamment les DALI, les décès, l'incidence et la prévalence, d'accord? Et vous allez voir que le changement entre 1990 et 2019, vous allez voir que l'épilepsie, donc, il change notamment au nombre, notamment au niveau de la répartition selon l'âge. Donc, globalement, on a un vieillissement plutôt des patients qui ont de l'épilepsie, donc ont moins d'enfants et plus d'adultes et de sujets âgés, donc aussi bien dans les DALI, dans les décès, l'incidence et la prévalence. Donc l'incidence de l'épilepsie d'origine inconnue et idiopathique augmenterait à l'horizon de 2034 à travers tous les âges, mais surtout à partir de 80 ans et plus. Là, vous voyez surtout la région, au niveau de notre région, on prend les pays du nord de l'Afrique et vous allez voir ici les DALI, d'accord? On a une régression donc des DALI, pardon, des DALI si on prend le nombre, les DALI et les décès, si on prend, comme je vous ai dit tout à l'heure, le nombre brut, d'accord? Pardon, le ratio par 100 000. Si on prend le ratio par 100 000, on a une tendance à une amélioration des DALI et une réduction des décès au niveau de notre région nord-africaine. Mais si on prend si on prend le nombre brut, vous allez voir qu'il y a une stabilité au cours des années, voire même une augmentation des DALI pour certains pays. D'accord? Donc là, c'est pour vous dire que malgré les efforts qui sont fournis par les autorités, par les agents de santé au niveau de notre région, l'augmentation démographique limite ces efforts, d'accord, à cause de la croissance démographique.
Là, également une autre façon pour mesurer le fardeau mondial de l'épilepsie, basé sur le vieillissement, la croissance démographique et les changements épidémiologiques. Qu'est-ce qu'on entend par changement épidémiologique? C'est essentiellement l'augmentation de l'incidence et de la prévalence. Globalement, il y a un fardeau, une augmentation du fardeau entre 1990 et 2019, voire 2021. À cause donc du changement à cause des changements épidémiologiques, ça veut dire une augmentation de l'incidence et de la prévalence, donc une augmentation de la population et également du vieillissement. Et ces changements, ils sont différents d'une région à l'autre. Si par exemple vous prenez une région à bas indice sociodémographique, vous allez trouver que c'est surtout l'augmentation démographique qui est la cause. Par rapport, par exemple, aux pays de haut indice sociodémographique, on a au contraire donc les changements épidémiologiques, ils sont minimes. Par contre, le vieillissement est réduit avec un effet plutôt bénéfique. Là encore, vous allez trouver les chiffres les plus importants au niveau des pays bas moyen indice socio-démographique et moyen indice socio-démographique. Bien sûr, quand on parle des décès, en grande partie, les décès causés par en partie, les décès causés par l'épilepsie sont causés par les SUDEP. Et si on prend la prévalence des SUDEP, il varie. Si on prend la population générale, ici à 1,2 pour 1000 épileptiques, à 6,2 cas de SUDEP par 1000 patients épileptiques. En cas de patients résistants référés pour la chirurgie d'épilepsie ou la stimulation du nerf vague. En cas d'épilepsie résistante, c'est aux alentours de 4,2 pour 1000. Les patients qui ont un déficit intellectuel, les patients suivis dans des centres d'épilepsie également ont des chiffres plus importants par rapport à la population générale. Quels sont les facteurs les plus importants sur le plan épidémiologique? Les patients qui ont des convulsions par rapport aux patients qui n'ont pas de convulsions, l'autre ratio est multiplié par 10. Encore également, la fréquence des crises généralisées tonico-cloniques, donc avec un autre ratio de 5,07 quand on fait une à deux crises par année et qui passe à 15,46 d'autres ratios si on fait plus de trois crises généralisées tonico-cloniques par année. Également, le fait de ne pas être libre de crise pendant 1 à 5 ans, donc le risque est de 4,7 de SUDEP. Également, parmi on vient d'en parler, les causes de décès, c'est les patients qui sont pharmacorésistants, les patients référés à la chirurgie, et l'épilepsie et la chirurgie d'épilepsie est, est une problématique. Là, une étude qui illustre la chirurgie d'épilepsie, les pays, par exemple en Afrique, qui font de la chirurgie d'épilepsie, avec les moyens invasifs, uniquement l'Afrique du Sud qui fait l'exploration invasive. On a de la chirurgie d'épilepsie au niveau, par exemple, de la Tunisie, la Libye, le Maroc, l'Égypte, également dans les pays du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, mais également l'Arabie Saoudite qui font aussi l'exploration invasive. Mais par exemple, les pays du nord de l'Afrique, ils font pas encore de l'exploration invasive. Donc, tout ça également fait partie du fardeau des malades qui ne bénéficient pas de la chirurgie d'épilepsie. Là, je vais vous parler de notre expérience en matière d'une enquête épidémiologique qu'on a réalisée à l'échelle du pays. C'est une expérience intéressante qui peut être reproduite dans d'autres pays
à ressources limitées parce que c'est une enquête épidémiologique dans laquelle on a mesuré l'épilepsie active et la prévalence de l'épilepsie active et la prévalence de l'épilepsie lifetime en se basant sur une enquête téléphonique. Donc, je peux vous dire que parmi les bienfaits de la pandémie Corona, c'est que nous a poussé à réfléchir autrement, à utiliser les ressources à distance pour faire des enquêtes épidémiologiques. Et là, nous avons fait une enquête épidémiologique sur les différentes régions du pays à travers un centre d'appel. Donc, on établit un script, d'accord? Et ce script, il est en forme des membres de l'équipe du centre d'appel pour passer le premier script qui est un script de dépistage. Après avoir dépisté les candidats, donc un appel téléphonique à travers le médecin et pour confirmer le diagnostic et au besoin un entretien avec un médecin qui est proche du malade au niveau de la région concernée. Donc pour arriver au diagnostic final d'épilepsie, son type et les autres paramètres. Donc là, notre enquête qui a commencé par des enquêtes téléphoniques, ensuite un nombre qui a éligible de 3184, avec 86 patients suspects et 55 patients confirmés porteurs d'une épilepsie. Là, vous voyez la répartition de notre population avec également des données qui sont rapportées dans la littérature, la différence dans le sexe, la différence en fonction de l'âge, de la prévalence. Également, on a trouvé une différence de prévalence au niveau des régions du pays. Par exemple, si on prend une région du Sahara, vous allez trouver qu'on a la prévalence la plus importante et également une prévalence importante au niveau de la région du Nord, la région de Tanger. Par contre, la région de la capitale, on a le chiffre le plus bas aux alentours de 1,07 pour 1000. Donc, on peut calculer les différentes prévalences qu'il soit épilepsie active, la prévalence par rapport à la population générale ou par rapport à la population spécifique. Et on voit que ici, par exemple, la prévalence par rapport au sujet moins de 15 ans, il augmente, voilà, pour atteindre 34,13 pour 1000 chez le sujet plus de 59 ans, avec une prévalence générale aux alentours 27 pour 1000 pour la prévalence plutôt active. Et on a trouvé, euh, on a trouvé aux alentours de 19,9% dans l'épilepsie lifetime. Là, c'est juste le profil de nos patients dans cette enquête. Et vous allez trouver les différents paramètres qu'on trouve dans notre pratique quotidienne avec plus de facteurs de risque comme la consanguinité, la souffrance néonatale, les troubles de développement du neurodéveloppement, les antécédents de méningite, de traumatisme crânien, la prise de toxiques, le retard mental. Voilà les différentes causes qu'on retrouve classiquement. Les troubles associés comme les troubles du sommeil, l'anxiété, la dépression, les troubles d'apprentissage, l'autisme chez la population pédiatrique. Également, les autres paramètres, le traitement antiépileptique, la plupart des patients, le nombre de médicaments, et là on retrouve également que la portion de patients pharmacorésistants est à peu près de 30%. Le traitement traditionnel, là encore,
on a à peu près 36% de sujets qui ont eu recours à la pratique traditionnelle avant de revenir consulter chez le médecin. Donc, si on compare nos données par rapport à la région, par rapport à l'Espagne, par exemple, on est à 19,78 par rapport à 14,87. Ensuite, 16 pour 1000 dans l'Afrique subsaharienne et 30 pour 1000 dans l'Afrique centrale. Là encore, je veux vous dire un petit mot sur la qualité de vie. Donc, le fardeau est lié, on a dit, au décès, au DALI, euh, au changement épidémiologique, mais également on peut le rapprocher à la qualité de vie et l'impact de l'épilepsie sur la qualité de vie. Je vous montre ce papier donc, sur des pays européens qui est tout récent et qui illustre bien évidemment, d'accord, quels que soient les pays européens, avec un impact majeur sur la qualité de vie. Là, vous avez les colonnes en orange par rapport aux colonnes en grise. Donc, les colonnes en orange sont plus importantes par rapport aux colonnes en grise, quels que soient les pays au niveau de l'Europe. C'est là encore, on a montré l'exemple de la région européenne qui montre bien évidemment le retentissement de l'épilepsie sur la qualité de vie, hein, également dans les pays de haut indice sociodémographique et de haut niveau, haut revenu mensuel. Si vous prenez les différents items de l'échelle qualité de vie, le colis 31 qui est le plus utilisé, c'est comme vous le savez, c'est une forme abrégée du colis 89. Et vous avez là toujours la même étude qui montre bien évidemment le retentissement de l'épilepsie sur la santé physique par rapport au sujet témoin, la santé mentale également par rapport au sujet témoin, donc avec des résultats très significatifs. Également, le retentissement sur l'émotionnel, sur le fonctionnement social, la vitalité, la santé générale, la douleur corporelle, le rôle physique et le fonctionnement physique. Et vous avez donc des différences évidentes de tous les items de l'échelle de la qualité de vie qui sont touchés par l'épilepsie par rapport au sujet témoin, contrôle, qui n'ont pas d'épilepsie. Là également, on a réalisé un travail à l'échelle locale sur la qualité de vie des patients marocains. Et vous voyez ici les chiffres de l'échelle COLI 31 évoluer chez les patients épileptiques. Nous également, nous avons une échelle qui est validée en dialecte marocain et en amazigh. Et vous allez trouver que le score total de la qualité de vie est aux alentours de 43,6, plus ou moins 10,2, qui est moins de 50% pour notre population. C'est une population qui fréquente l'hôpital de niveau bas à moyen sur le plan socio-économique. Et là, c'est les différents items du colis avec l'inquiétude aux crises, la qualité de vie globale, le bien-être émotionnel, l'énergie et fatigue, la fonction cognitive, l'effet des médicaments, le fonctionnement social. Et vous remarquez bien évidemment l'effet des médicaments qui est le seul qui dépasse 50. Donc là, on l'a expliqué par l'engouement de nos patients aux médicaments donc, et l'augmentation de la qualité de vie quand on prend des médicaments pour l'épilepsie. Là, c'est juste pour montrer à l'analyse univariée les différents facteurs qu'on a retrouvés. On a retrouvé le niveau d'éducation qui retentit sur la qualité de vie, le revenu mensuel également qui retentit sur la qualité de vie,
Euh, on a trouvé, par exemple, un paramètre, donc on n'a pas trouvé dans les autres études, en études univariées, c'est les troubles de mémoire, voilà, qui retentissent sur la qualité de vie. Là encore, les troubles de mémoire et surajoutent les problèmes personnels, quand les patients ont des problèmes de plus en plus de la maladie, des problèmes personnels de santé ou autres, c'est aussi, ça retentit sur la qualité de vie. En études multivariées, donc le travail, c'est un facteur qui retentit sur la qualité de vie, le revenu mensuel, les troubles de la mémoire qui persistent, la fréquence des crises au cours des 4 dernières semaines, l'oubli des médicaments et les problèmes personnels qui sortent en études multivariées. Là, en comparant notre qualité de vie par rapport aux autres pays, nous sommes là similaires à l'étude réalisée par Gert en 2007, d'accord? Mais on est voilà, bien plus défavorisé par rapport à l'étude de Bhutan, d'accord, avec 48,6%. En Malaisie, 68,9%. En Éthiopie, 77,99%. Et là, a mentionné que ces pays, parfois, ils utilisent des échelles autres que le colis 31. Ils utilisent la qualité de vie liée à la santé, le HR-COL. L'Iran à 50 plus ou moins 16, l'Ouganda à 62,5 et également l'Arabie Saoudite à 66, 61,56. Je vais finir par un petit mot sur le coût médical direct de l'épilepsie. Et là encore, on a réalisé une étude locale pour discuter également à l'échelle régionale et mondiale le retentissement du coût sur la vie, sur le fardeau de l'épilepsie. Là encore, vous voyez que le coût annuel médical lié à l'épilepsie est aux alentours de 425 dollars. D'accord? Et ce coût est réparti sur les explorations radiologiques, les tests biologiques, les consultations, les hospitalisations, les médicaments, la chirurgie si il est valable. Et là, vous trouvez que le coût de médicaments, il participe par 56,2, presque la moitié du coût direct de l'épilepsie est pris par les médicaments. Là encore, donc, une étude au Rwanda qui trouve donc un coût annuel de 248,9 dollars. Au Bhutan, 91 dollars par patient. Donc, au Rwanda, les médicaments représentent également 65% du coût direct, alors qu'au Nigeria, ils atteignent 81,3% pour cent du coût global direct médical de l'épilepsie. Aux États-Unis, le coût annuel par patient était nettement plus élevé pour les patients non contrôlées ou réfractaires et pour celles présentant des comorbidités. Là, se surajoutent le contrôle de l'épilepsie et les comorbidités. Également, la fréquence des crises est parmi les facteurs prédictifs majeurs des coûts, même dans les contextes à revenus élevés, jusqu'à 2385 euros. Donc, en conclusion, donc, on a pu voir que l'épilepsie représente un fléau mondial et régional. À cause du changement épidémiologique, ça veut dire une augmentation de l'incidence et de la prévalence, notamment dans les pays
à revenus bas aux moyens, donc qui représente un fardeau. La problématique de SUDEP à cause des idées crises généralisées tonico-cloniques, la qualité de vie et le coût direct et indirect. Là encore, on a besoin de faire des études également pour le coût indirect et avoir des études de qualité de vie pour comparer aussi bien au niveau de notre région qu'au-delà de notre région à l'échelle mondiale. Et je vous remercie. Alors, merci beaucoup, professeur Surti, pour cette présentation assez riche et claire. Je vous invite donc, chers participants, à poser vos questions dans le chat bas. Alors, les questions des collègues non neurologues sont particulièrement les bienvenues parce qu'il faut noter que avec l'épilepsie, au premier rang, nous avons besoin de beaucoup des médecins, des autres spécialités, les médecins généralistes. Alors, si vous me permettez, professeur, je profite du temps, le temps que les autres posent des questions, je profite pour vous en poser quelques-unes. Oui, bien sûr. Alors, vous avez clairement démontré avec vos explications le retard que nous avons en Afrique et plus particulièrement au niveau de notre région, l'EMR. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous auriez une proposition pour une étude multicentrique dans la région EMR sur les fardeaux de l'épilepsie, la qualité de vie chez ces patients-là, avec pourquoi pas des propositions à terme pour amélioration afin d'atteindre au mieux les objectifs de l'IGAP 2022-2031. Oui, tout à fait. C'est une question très intéressante d'avoir des chiffres fiables, une étude basée sur les recommandations de la Ligue internationale, bien sûr avec la région est-méditerranéenne, par exemple. Là, ou la région, les autres régions, bien sûr. Mais pour notre région, voilà, donc on propose au début de reprendre une étude, une plutôt une revue systématique sur les données qu'on a au niveau de la région Mhm. pour avoir une idée sur la situation au niveau de la région actuelle. D'accord. Après, donc, je peux proposer une étude épidémiologique au niveau de la région, étant donné que le coût d'une enquête porte à porte, ça va être vraiment euh, très coûteuse. Oui. On peut généraliser l'expérience qu'on a fait au pays par une enquête téléphonique. Et là encore, on va réduire les frais considérablement si on fait une enquête téléphonique au niveau de la région. Avec Mhm. les recommandations, on a aussi des recommandations pour les enquêtes téléphoniques de la Ligue internationale. Donc, qui peuvent D'accord. être fiables et comparables aux données des autres régions et aux données internationales. Et là, le coût, ça va être vraiment réduit. Et je pense que c'est un projet vraiment ambitieux qui peut donner des résultats très précieux au niveau de la région. Mhm. Et inclure, comme tu l'as bien dit, quand on a discuté ce projet, on n'a pas pris en considération la qualité de vie et le coût. Et c'est l'occasion d'inclure également la qualité de vie, le coût direct et indirect de l'épilepsie dans cette enquête. Parce que, comme vous savez, faire une enquête, ça ne se fait pas tous les ans ou tous les Mhm. 5 ans. Bien sûr. Donc, une enquête, ça peut se faire après 10 ans, après 20 ans. Donc, et profiter de l'enquête pour avoir le maximum de données.
Oui, d'accord, ok. Merci beaucoup. En tout cas, vos réponses sont toujours aussi riches, on en profite. Alors, Merci. une autre question, justement, dans ce cadre de recherche de solutions pour ce retard que nous constatons, est-ce que, bon, selon vous, quelle est la place pour les centres spécialisés et les réseaux de soins? Autrement dit, comment organiser intelligemment une prise en charge de l'épilepsie pour toucher le plus grand nombre et sans pour autant diluer l'expertise? Oui, c'est une question vraiment très, très importante. Euh, les centres spécialisés, ils sont importants, instaurés dans nos pays. Donc, dans chaque pays, normalement, on doit avoir des centres, des centres experts en épilepsie qui Oui. font, qui font par exemple, au moins la phase 1 de l'exploration préchirurgicale. Donc, pour le moment, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir dans tous les pays des centres invasifs, donc d'exploration invasive, mais au Mhm. moins des centres d'exploration de phase 1 avec de la vidéo EEG. Et parce que si on prend les patients qui ont de l'épilepsie pharmacorésistante, on a un nombre important d'épilepsies qu'on peut traiter avec un bon chirurgien, avec un bon neurologue et épileptologue. Et ça rend énormément service euh, et ça reste un pourcentage. Donc, plus de la moitié des patients, c'est des patients qui ne nécessitent pas d'exploration invasive. Une minorité qui nécessite une exploration invasive, peut-être avoir des centres dans quelques pays de la région, ça peut servir pour toute la région. Et comme tu l'as bien dit, ces centres également jouent un rôle pour ne pas diluer effectivement, mais pour chapeauter ou plutôt pour collaborer avec les autres centres, les autres unités du pays, Tout à coordonner, également élaborer des programmes. Il y a beaucoup de programmes de la Ligue soit de la région, soit la Ligue internationale, l'IGAP, comme vous venez de dire. Et ça, c'est important. Et les centres qui sont spécialisés jouent un rôle important pour dynamiser les différentes unités Hmm. et D'accord. coordonner le travail, mettre en place des choses communes Hmm. à tous les... Donc, avoir des guidelines, des recommandations, Oui, voilà pour que toutes les unités, tous les pratiquants exercent une médecine qui est de une, même niveau, voilà, hmm, un peu à l'international, ou à du moins au l'international. niveau régional. D'accord, ok. Mais je pense D'accord. que vraiment on a besoin d'harmoniser nos efforts. Hmm. Et là, quand j'ai préparé cette présentation, j'ai découvert quand même que les efforts qui sont fournis par la Ligue internationale, par les ligues régionales, ne sont pas partis sans bénéfice. On a vu les bénéfices sur la mortalité, sur... C'est clair, c'est clair. voilà, c'est clair, c'était vraiment intéressant. Hmm. Au fur et à mesure, avec des formations organisées, avec des études post-universitaires et tout. Oui, Oui, tout à fait. Et là, également, l'épilepsie, sur le plan épidémiologique, il continue à poser, à stigmatiser quand même. Il oui. continue à stigmatiser même dans les pays industrialisés. Hmm. Oui. Euh, donc, cette lutte contre la stigmatisation, faire sortir l'épilepsie de l'ombre, ça nécessite beaucoup d'efforts. Hmm. Voilà, même parfois dans des milieux médicaux, et on trouve des personnels qui se comportent avec le patient épileptique comme une personne étrangère.
Oui. D'où la sensibilisation qui ne doit jamais cesser. D'accord. Alors, ma prochaine question va un peu plus se recentrer maintenant sur des zones où il y a, oui, dans l'Afrique, mais où il y a encore plus de besoins, plus de demandes. Alors, par rapport, en se basant sur les données récentes, notamment, euh, un- une discussion lors d'un journal club du YES-ULAE, il a été démontré que, par exemple, le gap treatment reste extrêmement élevé avec une majorité des patients. En fait, le journal club dont je parle a été axé sur un article écrit par rapport aux réalités et perspectives de l'épilepsie sur le Tchad. Alors, le gap treatment reste assez élevé. Donc, je voudrais savoir, selon vous, quels sont les principaux facteurs qui pourraient expliquer ce niveau de gap dans un tel contexte, mais surtout de savoir de manière très concrète, selon vous, quelles seraient les deux ou trois interventions prioritaires à court terme qui pourraient avoir un impact assez rapide et réduire ce treatment gap au Tchad et dans les pays où le profil est assez similaire, assez comparable. Oui, c'est une question intéressante, mais difficile. Mais je vais essayer de C'est d'approcher parti. un petit peu, donner des propositions. Mm, Sincèrement, il y a un gap et comme je l'ai signalé dès le début, jusqu'à 70% de patients ne reçoivent pas leur traitement. Et exact. là, c'est un gap très, très important. Ça veut dire qu'on a la majorité des patients n'ont pas encore accès aux médicaments. Et là, comme il y a le problème de sous-médicalisation, donc des régions qui sont mal servies, Mhm, euh, qui sont sous-médicalisées. Et là, ça dépend aussi des économies des pays, mais en tant que corps médical, en tant qu'intervenant de santé, je pense que des efforts qu'on peut déployer, c'est maintenant à cause de l'intelligence artificielle, de la mhm, télémédecine. Je mhm. pense que la télémédecine peut désenclaver ces endroits et réduire le gap. Oui, Je ne peux pas m'aventurer de dire résoudre, mais au moins, voilà, réduire ce gap. oui. Et sensibiliser, bien sûr, parler avec les autorités, harceler les autorités, ça, Justement, ça, le mot harceler, c'est bien le mot. Parce que demander, oui, ça se fait tout le temps, mais harceler, je pense que c'est mieux, oui. voilà. Et saisir l'occasion quand quelqu'un de très riche et à quelqu'un un proche qui a de la maladie pour profiter de l'occasion. Sauter sur toutes les occasions, donc. Exactement. D'accord. Merci beaucoup pour ces propositions qui, je suis sûre, vont aider plus d'un pays à s'activer sur ce plan-là. Alors, une dernière question pour ma part. Selon vous, comment est-ce qu'on pourrait, c'est vrai que l'ILAE fait déjà un bon travail sur ce plan. Chaque année, des possibilités s'offrent aux neurologues de par le monde de pouvoir se former, de pouvoir s'informer. Mais quand même, comment pensez-vous qu'on pourrait encore renforcer la formation des médecins, surtout non neurologues, parce que il est clair qu'ils sont également au devant de la scène, à savoir les urgentistes, les médecins généralistes, les médecins communautaires. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire pour renforcer encore davantage la formation de ces médecins-là? Moi, sincèrement, je recommande donc les formations fournies par la Ligue internationale Mhm, et les différentes régions, bien sûr. C'est vraiment une base de données très, très riche. J'ai l'impression qu'on découvre, qu'on n'a pas découvert toutes les opportunités offertes par les sites de l'ILAE, les sites des régions. C'est très riche.
Ça aide énormément les médecins à l'auto-formation et Mhm. également pour, je pense, saisir les occasions qui sont offertes par la Ligue internationale. Mhm. Ça, d'une part. D'autre part, bien sûr, tout ce qui peut aider dans l'auto-formation, dans la formation continue. Maintenant, avec les ressources qu'on a actuellement, si on a de l'Internet, vraiment, on a beaucoup de chances sur le savoir. Mhm. Merci. Alors, nous profitons de l'occasion également pour interpeller tout participant actuellement en Et ligne. je pense qu'il y a certaines questions de le chat. Ah bon, parce que là, ah, Il y a, voilà, enfin, ah, enfin, oui. désolé, j'essayais de vérifier tout à l'heure, il n'y en avait pas. Bon, ok, là, je viens d'en voir. Alors, une première question par Abdesalam. Merci pour cette excellente présentation. Est-ce que la décision d'arrêter le traitement pour les personnes sans crise peut-il hmm, peut-il Changer la changer prise. la prise en charge globale de la maladie? Voilà une question un petit peu qui sort qui n'est pas dans le sujet proprement dit, mais qui est vraiment intéressante. Surtout, voilà, il est en lien avec le sujet à travers la qualité de vie, bien sûr. Mhm, L'arrêt du traitement, comme l'a signalé donc l'intervenant, bien sûr, est importante pour réduire les effets secondaires et tout ça, et surtout chez l'enfant. Ça a été vraiment prouvé scientifiquement chez l'enfant quand l'indication d'arrêt est là. Mais vous voyez que la question la plus difficile, c'est l'arrêt du traitement. Donc, mhm, il faut la bien mesurer. Mais quand il est là, et quand il est indiqué, il est bénéfique aussi bien sur l'adulte que l'enfant, mais surtout sur l'enfant. mhm, Soit parce que l'épilepsie s'est résolue, soit parce que le patient a bénéficié d'un traitement radical. Et là, on a le droit d'arrêter le traitement. Et on mhm. bénéficie, bien sûr, sur la qualité de vie, sur l'apprentissage de l'enfant et sur le plan cognitif. D'accord. Merci beaucoup. J'espère que Abdesalam est satisfait de la réponse. Alors, le professeur Abderrahman Chaïdi qui pose la question de savoir quelle dimension altère le plus la QDV chez vos patients, contrôle des crises, effets indésirables des anticrises, comorbidité psychiatrique ou stigma discrimination, et également comment la mesurer simplement en pratique. Dans des systèmes surtout à ressources limitées, quelles mesures de prévention de la SUDEP sont réalistes et coût efficaces? Donc, question en deux volets. Oui, c'est une question intéressante. Là, euh, si on prend la qualité de vie et les différentes dimensions qu'on a trouvées dans notre enquête, on a trouvé que la qualité de vie globale était la plus altérée. L'émotionnel également, d'accord? Le fonctionnement social, donc, un petit peu moins par rapport aux autres dimensions. Donc là, je suis en train de revoir mon tableau sur la qualité de vie pour répondre précisément. L'inquiétude liée aux crises, est plus que les crises en elles-mêmes. Mhm, D'accord? Donc, bien sûr, les crises, ils ont un impact important. À l'inverse, on a trouvé que la prise de médicaments était vraiment liée à une meilleure qualité de vie. d'accord. Donc, pour Alors, le SUDEP, je ne me rappelle pas de la question. dans les systèmes à ressources limitées, quelles mesures de prévention de la SUDEP sont réalistes et coût efficaces?
Oui, bien sûr, indirectement, c'est la prise en charge des patients, c'est le traitement des crises généralisées tonico-cloniques. Comme on vient de voir, c'est le facteur principal de risque de la SUDEP. Donc, c'est le traitement de ces patients. Sinon, Mhm. également d'autres mesures qu'on donne aux patients pour qu'ils ne s'étouffent pas avec de l'oreiller la nuit. Également, les, euh, les patients qui ont des comorbidités comme le syndrome d'apnée de sommeil, l'épilepsie résistante, les patients en attente de la chirurgie. Bien sûr, quand on fait la chirurgie précocement, on Mm. évite le SUDEP. D'accord, ok. Alors, encore merci beaucoup, professeur Swirti. Je m'en vais conclure parce que on n'a plus de questions dans le chat. Donc, retenons que ce webinaire nous rappelle que l'épilepsie est une maladie fréquente, traitable, mais encore trop souvent négligée. La réduction donc fardeau mondial et régional passe par une meilleure sensibilisation, une formation continue et une collaboration entre spécialistes et non spécialistes. Donc, au nom de l'ILAE, nous remercions chaleureusement le professeur Schwirti pour cette présentation claire et engagée, ainsi que l'ensemble des participants pour les échanges et l'attention portée. Merci beaucoup, professeur Je vous Christelle. remercie Un plaisir. énormément. Merci, Dr. Merci Christelle. tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Jessica. Merci Jacqueline. Merci beaucoup, Jessica. Alors, vous avez là le code QR que vous pouvez scanner pour avoir vos attestations. Je vous remercie pour ma part. Au revoir. Au revoir.